Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire de décryptage. J'ai le plaisir de retrouver le responsable de la gestion Cross Asset chez Natixis IM Solutions, Nuno Teixeira. Bonjour. Bonjour Caroline. Donc nous abordons régulièrement 3 points de contexte, que ce soit l'inflation, le contexte géopolitique, la situation en Asie, mais un 4e est en train de faire sa place. Il s'agit de la récession et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette première partie. La sanction a été très forte déjà sur le marché des valeurs technologiques. Ce sont 2 nouvelles valeurs issues du secteur de la distribution qui ont connu une baisse drastique sur les marchés américains. Pourquoi le spectre de la récession fait-il son apparition, Nuno ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de risque de récession, alors qu'en début d'année, on était sur des perspectives de croissance, somme toute, assez sympathiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On est d'ailleurs dans une phase de resserrement monétaire, c'est-à-dire que ce que la Réserve fédérale aux États-Unis essaye d'éviter, c'est plutôt une situation de surchauffe. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'inflation aux États-Unis, aux 2/3, est liée à des composants internes, donc à la demande des ménages. Il n'y a qu'un tiers qui est lié aux éléments volatiles comme les prix de l'énergie. La situation est inverse en Europe, où là, on a plutôt des composants externes qui expliquent l'essentiel de l'inflation. Parce que là, la baisse sur ces 2 valeurs, elle est due à quoi ? Alors, elle est due à un mélange. Alors, à la fois, ces valeurs-là disent, eh bien, on a des coûts, notamment de transport, le fret, etc., pour faire venir les produits qui ont beaucoup augmenté. Dans le cas de Target, ils ont parlé d'$1 milliard par an, ce qui est quand même assez considérable. Et donc, ça va plutôt dans le sens d'un resserrement des marges, sauf à ce qu'ils puissent transmettre ces augmentations de coûts aux consommateurs. Et dans ce cas, ça va faire encore des pressions inflationnistes. Et Dieu sait qu'on en a déjà aux États-Unis, puisqu'on est quand même sur des niveaux d'inflation supérieurs à 8%. On est probablement quand même sur le pic au niveau de l'inflation. Donc c'est vrai que cette composante-là, qui fait peur parce qu'elle retire du revenu des ménages, elle devrait quand même s'atténuer. Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des hausses de salaire. Donc les 8%, ils ne sont pas complètement mangés au niveau du revenu disponible, puisqu'on est sur des rythmes de hausse salariale de 4-5% aux États-Unis, ce qui est quand même déjà assez important. Et est-ce que l'inflation, vous parliez de pic, est-ce que l'inflation va redescendre à quel niveau ? Alors voilà, c'est un peu la question. Pour l'instant, aux États-Unis, on est sur un objectif de moyenne autour de 6,5, c'est-à-dire que le 2e semestre devrait être quand même sensiblement inférieur à celui du 1er semestre. Mais ça veut dire quand même un chiffre assez élevé par rapport aux normes historiques, nettement au-dessus des objectifs des banques centrales, évidemment. Et la décroissance va être probablement plus lente que prévu parce qu'il y a des phénomènes qui sont assez structurels. On a beaucoup parlé de démondialisation, c'est-à-dire que le bénéfice de la désinflation, par exemple, importée de Chine, va être sans doute moins important, à la fois parce que de toute façon, la Chine voit son revenu des ménages augmenter structurellement, donc au bout d'un moment, les gains sont moins importants, et puis aussi parce qu'on met des taxes sur un certain nombre d'importations de produits chinois, et donc tout ça freine finalement les bénéfices qu'on avait eus depuis 20 ans. Et puis il y a les prix de l'énergie qui devraient quand même rester assez durablement plus élevés, parce qu'on a beaucoup sous-investi, il va falloir réinvestir dans la transition énergétique. Tout ça, ça a des coûts qui vont être in fine. Mais si on parle de la récession, on est quand même dans le ralentissement de l'économie. Oui. Où est le curseur aujourd'hui ? Est-ce qu'on est vraiment... Alors, on est pour l'instant sur un rythme de division. Si on regarde le PIB américain et mondial, on est sur une tendance, la croissance est sur une tendance ponctuellement quasiment divisée par 2. Parce qu'on a eu un choc quand même extrêmement violent au niveau des prix de l'énergie, des prix des produits alimentaires. Et puis on a eu, il ne faut pas l'oublier, les effets de la politique zéro Covid en Chine qui, pour l'instant, freine énormément l'économie chinoise. Ça devrait redémarrer. Donc ça viendra un petit peu aider la croissance mondiale.
Et donc, on n'est pas du tout, nous, sur un scénario de récession. C'est vrai que la Fed, cette année, va frapper assez fort parce qu'elle a besoin de profiter de cette fenêtre d'opportunité où on est dans un marché du travail qui est en plein emploi. On est quand même encore sur un acquis de croissance assez significatif. Et donc, il faut qu'elle normalise le plus vite possible sa politique monétaire. Ça fait un peu peur au marché parce qu'ils se disent, mais avec cette normalisation, cette remontée des taux à rythme forcé, eh bien, la croissance va forcément flancher. Ce n'est pas notre analyse. Il nous semble quand même qu'on est dans une normalisation qui est tout à fait logique. On a quand même une économie américaine qui devrait pouvoir supporter une forme de retour, non pas... c'est même pas un retour au niveau historique. On est juste en train de revenir à des niveaux pré-Covid quasiment, au niveau des taux directeurs. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Et en Europe, par contre, la situation, on l'a également abordé plusieurs reprises, est différente. Oui. Il y a aussi cette notion de fenêtre de tir de la part de la Banque centrale européenne. Oui, tout à fait. En ce qui concerne la croissance, est-ce que, je dirais, les risques de récession sont plus importants en Europe ou pas qu'aux États-Unis? Ils sont un peu plus importants, ne serait-ce que parce que l'Allemagne, à court terme, souffre notamment à la fois du coût des importations d'énergie, puisqu'ils sont très dépendants de la Russie, et en même temps, ils sont pénalisés en tant qu'exportateurs vis-à-vis de la Chine en particulier, qui était un gros débouché des exportations allemandes. Et donc, on a eu une croissance négative du PIB allemand au premier trimestre. Ça pèse sur l'ensemble de la zone euro. La France est plutôt mieux placée, mais c'est vrai que cette vulnérabilité à la Russie est plus marquée. Et puis, évidemment, le contexte géopolitique pèse un petit peu aussi sur les anticipations des agents économiques. Donc c'est vrai que là, il va falloir être vigilant, et c'est pour ça que la BCE n'a pas du tout les mêmes marges de manœuvre pour remonter ses taux directeurs. Elle va sûrement le faire à hauteur d'un demi-point, 3/4 de point d'ici à la fin de l'année. On peut imaginer qu'on revienne au moins à zéro sur les taux directeurs, et ça ira pas très vite, parce qu'il y a toujours ce défi, finalement, de maintenir des conditions financières assez favorables pour les agents économiques pour éviter de tomber justement dans la récession. Très bien, et nous allons de suite regarder ce qui se passe sur les marchés financiers, si on peut déjà lire les prémices d'une récession. Donc quand on regarde justement s'il y a récession ou pas, on regarde plutôt les marchés obligataires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lire sur les marchés obligataires, justement, une arrivée de récession, en tous les cas en Europe ou sur d'autres zones géographiques? La réponse, c'est non, aussi bien sur les marchés de dette souveraine que sur les marchés de crédit. Typiquement, les marchés obligataires sont très avant-coureurs, effectivement, des anticipations de récession. Aujourd'hui, tel qu'on le voit sur les marchés, c'est plutôt les marchés d'actions et éventuellement les marchés de métaux industriels qui, par leur comportement, leur volatilité, leur niveau de valorisation, etc., anticipent un risque de récession supérieur à 50%. Et donc, ça interpelle. C'est-à-dire que d'ailleurs, leur baisse est très corrélée à toute la rhétorique autour de la récession. Plus on mentionne dans les médias, etc., le risque de récession, et plus les marchés ont tendance à être en difficulté. Du côté des taux, ce n'est pas la même chose, puisque les taux sont proches de leur plus haut, sur les taux à 10 ans, par exemple. Les primes de risque sur le crédit se sont un peu écartées depuis le début de l'année, mais sans brutalité, sans niveau de stress extrême, et en particulier le marché du high yield, de la dette à haut rendement, et bien finalement, qui est plus risqué par définition, qui est plus risqué, qui normalement devrait tout de suite se trouver impacté à la fois par la volatilité des actions et par la perception d'une augmentation à venir du risque de crédit. Finalement, il n'a pas eu un comportement qui suscite je dirais, une inquiétude particulière et qui reflète des anticipations de récession très nettes. Ça ne veut pas dire qu'on soit très favorable au marché du crédit, tout simplement parce qu'on trouve que finalement la prime de risque n'est peut-être pas suffisante dans un contexte de remontée des taux, mais le fait que les taux remontent
montre justement que on n'anticipe pas un effondrement de la croissance. Parce que si on anticipait une récession, tout le monde se précipiterait justement sur la dette souveraine pour se protéger quelque part. Alors il y a une partie de l'explication, c'est peut-être que lorsque les investisseurs sortent des marchés d'actions, au lieu d'aller sur de la dette à long terme qui risque d'être impactée par l'inflation, ils vont carrément sur le monétaire ou sur d'autres classes d'actifs. Ils ne prennent vraiment pas de risque. Ils ne prennent vraiment pas de risque. Mais pour autant, on devrait quand même voir du stress sur les marchés de crédit et on ne le voit pas. Donc l'un des deux va avoir raison. On pense que c'est plutôt les marchés obligataires, les marchés de taux qui finalement anticipent mieux le fait qu'on va avoir un ralentissement assez marqué cette année, mais pas un phénomène de récession. Et les marchés d'actions se font un peu peur, alors que si on regarde par exemple les révisions bénéficiaires qu'on a eues, les indications des sociétés pour l'année 2022, elles sont plutôt positives. Donc, malgré le pincement des marges, et c'est vrai que ça touche quelques acteurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont être impactées, mais il y a aussi tout un tas d'autres entreprises, à la limite, qui bénéficient d'un environnement un peu plus inflationniste. On peut parler évidemment des entreprises d'énergie, mais il y en a d'autres qui sont finalement plutôt mieux dans un environnement... Mieux placés dans cet environnement. Les banques, par exemple, et en Europe, il y a quand même une part du secteur bancaire qui est non négligeable dans la cote. Tout ça, ça bénéficie plutôt de cet environnement. On voit quand même que le marché est très sensible à ce qu'à la moindre mauvaise nouvelle, de suite, la sanction peut être très importante. Oui. La sanction est particulièrement importante sur les valeurs de croissance depuis le début de l'année. On a des écarts de performance entre univers de croissance et puis les univers plus value, où on retrouve l'énergie justement, de 15 à 20 points. Donc c'est assez extrême. Mais ça reflète les écarts qu'il y avait eu pendant des années en faveur des valeurs de croissance, qui avaient bénéficié beaucoup de la détente des taux d'intérêt. Là, on est dans un cycle de remontée des taux d'intérêt. Il est normal qu'elles rendent des multiples de capitalisation. Et pour l'instant, sur le Nasdaq, on est revenu un peu dans une zone moyenne. On ne peut pas dire qu'on soit encore à des niveaux de décote extrêmes. Donc ça peut aller encore un peu plus loin. Mais on ne voit pas, je dirais, le reste du marché décalé dans le même sens. Et là encore, s'il y avait anticipation d'une récession, les valeurs très cycliques souffriraient certainement davantage qu'elles ne l'ont souffert depuis le début de l'année. Très bien. Merci beaucoup, Nuno, pour cet éclairage. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance de décryptage.